comment faire de la priorisation pilotée par la valeur une réalité? Qui dans la salle pratique déjà ou a une connaissance de ce qu'est l'impact mapping? Levez la main s'il vous plaît. OK. Qui pratique le user story mapping et le design thinking? Dans une moindre mesure. OK. Donc, je me présente rapidement. Je suis Philippe Puchman, donc je suis Professional Scrum Trainer chez Scrum.org et je travaille pour la société Havana. Donc, impediment encore. Nous avons fondé une Lean Startup qui s'appelle Talent Agile. Et dans le cadre de cette Lean Startup, on travaille sur ce qu'on appelle une vision holistique de l'agilité, puisque vous savez que l'agilité est une philosophie, un mindset, dans laquelle on va mettre en œuvre un certain nombre de pratiques agiles pour réussir à potentiellement réussir nos projets. Donc, on est centre de formation officiel Scrum.org. Et ce dont on s'est rendu compte, en fait, c'est que, comme je vais vous le présenter dans quelques instants, Scrum, on délivre un projet. Et la question que l'on pose clairement aujourd'hui, comment s'assurer que ce que l'on va délivrer va réellement créer l'impact attendu, donc faire bouger les choses dans le bon sens en faveur d'un delivery de valeur. Donc ça, c'est juste pour vous représenter Havana. Aujourd'hui, on est engagé en tant que partenaire mondial avec Scrum.org pour travailler en fait sur la professionnalisation du delivery logiciel, puisque la volonté de Ken Schwaber, qui a fondé la Scrum.org, était de remettre au centre la notion de professionnalisme dans le cadre de delivery de valeur et pas simplement exécuter ce qu'on pourrait appeler du Scrum mécanique ou du Scrum amateur. Donc nous avons à ce titre une répartition mondiale, puisque Havana est un groupe d'environ 30 000 collaborateurs qui actuellement réalisent plus de 50% de ses projets en mode agile. Et donc sur ces 30 000 collaborateurs, donc on effectue nous-mêmes une transformation agile tout en accompagnant nos clients sur la montée en puissance de l'agilité à niveau professionnel. Donc nous allons adresser l'ensemble de l'écosystème agile, on va dire, avec principalement deux grands mouvements aujourd'hui qui sont l'agilité, qui est un mindset, une philosophie, je le rappelle, qui n'est pas une méthode et qui est fondée sur l'Agile Manifesto, et également derrière un autre mouvement culturel qui est bien plus récent, qui est DevOps. Donc DevOps qui va viser à désiloter un des derniers remparts qu'on a dans généralement les grandes entreprises, puisqu'Havana, on travaille essentiellement pour le CAC 40, qui vont donc être les équipes d'opération. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler d'impact mapping. Alors, pourquoi impact mapping? Parce que quand on se lève tous les matins et qu'on va travailler, on a une volonté, c'est de laisser une trace et faire un impact dans notre monde. Moi, personnellement, j'espère que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, quand je me lève le matin, ma volonté, c'est de faire quelque chose qui va permettre de changer le monde, tout en restant évidemment bien humble, mais essayer de faire un impact. Je ne veux pas participer à des projets pendant 2 ans, 3 ans, et me dire on est arrivé, on n'a pas réussi à impacter le monde. Et donc cette idée, elle a été portée par Goshko Hadzik, que j'ai trouvé très très pertinent. Et ce monsieur, il a écrit un ouvrage qui s'appelle l'Impact Mapping. Et il a un point commun avec le Scrum Guide. J'avais prévu de vous les présenter, mais je ne les ai pas amenés ici. C'est que le Scrum Guide fait combien de pages? 17 pages, très très bien. Et cet ouvrage fait très peu de pages aussi, on est aux alentours de 60-70 pages. Donc il y a un point commun, c'est qu'on va laisser les gens s'organiser autour de leur professionnalisme pour délivrer de la valeur. Et ce qui est mis au centre ici, c'est de dire, on n'est pas là simplement pour délivrer une pile de user story. On n'est pas simplement là pour faire ce qu'on appelle du cheap software, livrer des solutions logicielles. On est là pour livrer des solutions logicielles qui vont faire un impact. Et on verra que la résolution du pourquoi on fait les choses avec les métriques pour voir si on réussit ou pas, ce sont des concepts qui sont bien portés par la méthode Lean Startup que vous connaissez peut-être d'Eric Ries, c'est-à-dire qu'il va falloir se prouver que ce que l'on est en train de faire apporte de la valeur ou nous permet d'atteindre nos objectifs. Et au cas où ça ne marche pas, qu'est-ce que l'on fait? On va pivoter, c'est-à-dire qu'on va changer de direction, on va accepter de dire nos tentatives sont infructueuses, et si ça marche, on va persévérer. Alors ici, vous avez l'adresse impactmapping.org, donc je vous encourage pour tous ceux qui sont intéressés par l'impact mapping,
à vous connecter à la communauté, de faire partie de la communauté. Elle est extrêmement dynamique. Pour faire cette présentation, par exemple, j'avais besoin de quelques visuels qui proviennent de l'ouvrage. J'ai donc écrit directement à Goshko. Il était en transit en avion, il m'a répondu, il m'a envoyé les images. Ça a duré quelques heures. Donc c'est un milieu qui est extrêmement dynamique. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont sur des projets, je vous encourage réellement à engager cette méthode parce que vous allez voir que quand vous demandez à un client « Pourquoi faites-vous ce projet ?», il y a un blanc. Et on verra comment est-ce qu'on structure l'approche ici pour que le blanc se transforme en une idée et que l'idée, ensuite, on arrive à la prouver. On verra que des techniques comme le 5 whys, donc demander 5 fois pourquoi pour descendre en profondeur, fait du sens et que les gens, petit à petit, commencent à comprendre réellement pourquoi ils font ce projet, plutôt que de se faire dicter, ben voilà l'idée que l'on veut mettre en place, voilà la pile de story à peu près qu'on va refactorer et de lancer le projet. Alors l'histoire, elle commence avec Scrum. Tout le monde connaît bien Scrum. Donc Scrum, c'est un framework qui permet aux personnes d'adresser des problématiques complexes en mode adaptif tout en délivrant de manière créative et productive les produits de la plus haute valeur possible. Donc ça, c'est les définitions qui est donnée selon Scrum Guide. Alors Scrum, tout le monde sait que ça marche très très bien parce que c'est statistiquement prouvé aujourd'hui avec les rapports Chaos Report, par exemple, du Standish Group. On sait que Scrum est aujourd'hui la méthode la plus populaire et celle qui donne les meilleurs résultats. On sait très bien aujourd'hui que les projets agiles marchent mieux que les projets cycle en V sur les 3 types de résultats qui sont succès, échec ou challenge. Et en regardant l'intérieur de l'agile, on va voir en fait que c'est le Scrum qui a les meilleurs résultats. Donc raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui font du Scrum, ont des Scrum Masters, Product Owners, etc. Comment fonctionne Scrum? Tout simplement, vous avez un Product Backlog dans lequel vous allez rentrer une liste ouverte de spécifications priorisées, on va dire, qui sont censées apporter de la valeur. Et derrière, on va voir la livraison d'un incrément qui est censé être done à la fin de chaque sprint. Donc ça, c'est l'histoire théorique. Le seul problème, et je pense que vous serez d'accord avec moi aujourd'hui, il est là. C'est que ce qu'on met dans les product backlogs, on n'est pas sûr vraiment que ça apporte de la valeur. On ne sait pas forcément d'où ça vient. On ne sait pas comment c'est priorisé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, quand vous vous trouvez dans un scénario type que j'ai tendance à qualifier de Water Scrum Fall, c'est que ce qui arrive par le petit nuage là, c'est dans le mode traditionnel, Water. C'est-à-dire des gens vont décider, il faut faire ça, il faut le faire de telle manière, séquencer de telle manière. Et ensuite, en dessous, vous passez dans un monde agile qui est la suite du Water Scrum. Et là, vous avez des équipes qui sont à la limite, entre guillemets, de l'esclavage, où on en attend beaucoup de productivité et que l'on va pouvoir contrôler, par exemple, toutes les 2 semaines pour s'assurer qu'ils sont bien au rendez-vous. Et c'est plus un contrôle, donc on est toujours dans un paradigme de command and control, que du pur agile. Parce que ces gens-là, en plus, ne sont pas embarqués dans l'idéation, la vision que l'on retrouve en amont. Et ensuite, bien évidemment, on va délivrer quelque chose. Et souvent, ce quelque chose, ce n'est pas ce qu'attendaient réellement les utilisateurs finaux. Si on ajoute à ça en plus la notion dans le Water Scrum Fall, c'est que derrière, quand vous voulez partir en production, non, on ne part pas en production en continuous delivery, par exemple. Il va falloir rentrer dans des process et les releases sont faites, par exemple, tous les 3 mois. Il faut attendre qu'on va lancer les releases. Alors, face à cela, on a un cours chez Scrum.org qui s'appelle Professional Scrum Product Owner, donc pour le rôle de Product Owner. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on ne va plus parler de succès de projet. On va avoir un shift de mindset qui va aller du projet aujourd'hui vers le produit. Aujourd'hui, il ne faut plus parler de projet. Et on a vraiment ce shift de mindset de la même manière qu'on va avoir un shift vers ce qu'on appelle du control leadership vers de l'adaptive ou du servant leadership. Donc on a besoin aujourd'hui de mettre en place des visions produits et basées sur du leadership qui soit servante ou au mieux adaptif. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui fait que du coup, du point de vue des équipes, on va avoir un shift de ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, où on dit aux gens quoi faire, quand le faire, même s'ils travaillent en agile, vers une motivation intrinsèque, donc qui correspond à ce qu'on appelle le drive, avec des gens qui ont de l'autonomie, qui vont avoir aussi ce qu'on appelle du mastery, donc de la maîtrise, l'opportunité d'apprendre et de grandir, et aussi ce qu'on appelle en anglais purpose, c'est-à-dire la contribution à quelque chose, d'accord, avoir un but dans la vie. Et donc, du coup, là, c'est l'ensemble de l'écosystème de l'équipe qui va
contribuer à construire le produit du projet qui va être partie prenante. Donc j'adore cette phrase de Jeff Patton. Jeff Patton, je vous rappelle, il est le fondateur du User Story Mapping. Donc vous avez tous vu sur Internet cette fameuse petite image où on part on veut créer un asset pour se déplacer. La première version, c'est un skateboard. Ensuite, on peut dire, ben, tiens, le skateboard, on va en faire un skateboard électrique. Ensuite, une trottinette, une bicyclette, et ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'est de délivrer en permanence de la valeur. Et Jeff Patton, il dit la chose suivante, notre métier ne consiste pas à juste développer des solutions logicielles, mais tout simplement à changer le monde. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout bouge très très vite. Les Américains ont un terme pour ça que j'aime bien citer, qui s'appelle VUCA. V comme vélocité. Aujourd'hui, tout va toujours plus vite. Quand vous faites l'acquisition d'une automobile, d'un téléphone, votre première hâte quelque part, c'est que le prochain modèle soit beaucoup mieux et qu'il arrive le plus vite possible sur le marché. Ensuite, on a U, uncertainty. On pourrait balayer l'ensemble de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, mais que ce soit pour des aspects climatiques ou des aspects aussi de stabilité en termes de paix ou de guerre, il peut se passer beaucoup de choses. Les disruptions au niveau des technologies, avec l'arrivée massive de la robotisation et de l'intelligence artificielle, vont sans doute avoir beaucoup d'effets. Ensuite, on va avoir C. Très important, C, c'est la complexité. Aujourd'hui, tout devient plus complexe. Selon Scrum, on a 3 vecteurs de complexité, qui sont la technologie, le métier, et non des moindres, l'humain. Puisque les équipes étant formées d'humains, les parties prenantes étant des humains, ça apporte beaucoup de complexité. Et la dernière lettre de VUCA, c'est A. Rapprochez mon micro. Oui, je vous en prie. Et donc le A sera l'ambiguïté. Ambiguïté. Donc aujourd'hui, il est extrêmement difficile de prendre des décisions. Vous ne pouvez plus aujourd'hui prendre une décision à 2 ou 3 ans. Le groupe Accor a essayé de le faire, le groupe Fnac Darty a essayé de le faire. Le problème, c'est qu'ils se sont tous fait disrupter. Si on prend le cas du groupe Accor, Airbnb, Booking.com en donnant 2 exemples. Ils ont dû revoir toute leur stratégie d'approche produit. Vous prenez Fnac Darty, qui a été disrupté par Amazon. Et ce qui est très amusant là-dedans, c'est qu'est-ce qu'Amazon? Est-ce que Amazon est un expert du livre? Certainement pas. D'accord? Quand vous allez visiter Joseph Gibert ou Barnes & Noble aux États-Unis ou un magasin de la Fnac, vous avez des gens qui connaissent les ouvrages, qui viennent vous aider, ils sont là physiquement. Amazon a su simplement mettre beaucoup de robotisation et d'algorithmie derrière la vente de livres. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils vendent tout et n'importe quoi. Donc, du coup, la prise de décision, elle doit être pratiquement faite sur des cycles extrêmement courts. Et donc, il faut s'apprêter à réagir le plus vite possible. Donc, les décisions sont très ambiguës à prendre. Donc, la seule manière de prendre une bonne décision, eh ben, c'est de se dire, voilà, si le marché nous donne raison en fonction de métriques que l'on va définir ensemble dans le cadre d'une étude, d'une activité d'impact mapping, alors je vais persévérer, j'ai raison. Si jamais le marché me donne tort, je vais pivoter et changer de stratégie. Et donc aujourd'hui, eh ben, s'il faut que je pivote en attendant 2 ans, vous imaginez, et là on va puiser dans Lean, ben, tout le gaspillage qui va être engendré. Donc aujourd'hui, on doit avoir différents niveaux de collaboration. Comme vous le voyez ici, il y a en gros 2 types de visions qu'on doit avoir. C'est une vision stratégique. La vision stratégique sera au niveau de l'impact mapping. Là, on est vraiment stratégie pour définir qu'est-ce que l'on va faire, pourquoi on va le faire et comment on va mesurer que ce qu'on a fait du sens. Et ensuite, à plus bas niveau, on va avoir ce qu'on appelle une vision tactique. C'est comment est-ce qu'on va faire. D'accord ? Donc, si vous reprenez le pendant avec l'holacratie, par exemple, qui est un framework sociétal organisationnel d'agile d'entreprise, vous avez également des meetings de gouvernance qui sont des meetings stratégiques et vous avez des meetings hebdomadaires qui sont tactiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on agit tactiquement au jour le jour, donc typiquement en faisant du Scrum. Donc on verra là qu'on va mélanger différents types d'intervenants, donc les parties prenantes avec les sponsors et les project leads, et en dessous on aura le product ownership, les équipes Scrum typiquement, et également d'autres équipes telles que des équipes d'Ops. Et l'idée c'est de maintenir en fait un alignement de l'approche tactique pour permettre d'achever la vision stratégique. Alors comment on fait? Déjà, on va pouvoir cascader un certain nombre de techniques qui vont faire partie du cycle vie du projet. Comme on vient de le voir en haut, on va voir l'impact mapping. L'impact mapping, il va venir avec une définition d'objectifs, une évaluation des impacts que l'on veut réaliser,
Et ensuite, pour réaliser ces impacts, ben, quel livrable on va mettre en face? Je vais très très rapidement rentrer dans des exemples concrets. On voit que quand on parle livrable, on commence à rentrer dans le monde du User Story Mapping, dans lequel ensuite on va lister, pour ceux qui connaissent, donc les fameuses activités utilisateurs qui vont descendre sur le bord de User Story Mapping, pour finir avec des épiques et des User Stories. Donc le User Story Mapping va vous permettre potentiellement, et pas potentiellement d'ailleurs, d'alimenter directement un Product Backlog. Et ensuite, en dessous, il va falloir implémenter, donc transformer le what conceptuel en what tangible. Et donc là, il y a quelque chose qui est très très bien, c'est les Specification by Example. C'est une méthode qu'on pousse beaucoup, parce qu'en fait, c'est une manière de spécifier, entre guillemets, ou de construire les PBI qui vont se baser sur un ensemble de critères d'acceptance qui vont permettre vraiment de précisément définir ce qui est attendu. Et là-dessus, plutôt que de faire de longues phrases, on va utiliser des tableaux d'exemples qui vont permettre aux développeurs de connaître les entrants et les sortants, par exemple, si on prend un algorithme sur un certain nombre de données. D'accord ? Et donc, derrière, ça va nous permettre de coder. L'objectif de notre session aujourd'hui, c'est de se focaliser sur la réalisation de l'impact. Qui, dans cette salle, considère avoir fait cette phase préparatoire en amont d'impact map? Donc très très peu de personnes, et c'est vraiment dommage parce que souvent quand on ne fait pas de l'impact mapping, on passe à côté d'énormément de leviers de productivité et de valeur. Alors, qu'est-ce qu'une impact map sur le plan du principe? Ça va être une visualisation d'un scope. Vous allez voir que l'impact mapping, en fait, c'est du mind mapping au service d'une planification stratégique. Donc, on va se baser sur des hypothèses sous-jacentes qui vont être testables, que l'on va tenter de prouver. Et elle va être créée collaborativement, ça c'est très important, par des personnes métiers et des personnes techniques expérimentées. Donc là, on retrouvera aussi le cas qu'on connaît bien en Agile, il va falloir s'assurer d'avoir les bonnes personnes autour de la table pour discuter de ces sujets et mettre en place ce périmètre. Donc le rôle de l'impact mapping. Une chose qui est très très forte au niveau de l'impact mapping, c'est que c'est rapide. Ensuite, c'est collaboratif, donc ça on est en plein dans l'agile, et c'est visuel. Et vous savez, je pense que tout le monde est sensible aujourd'hui à l'impact de la facilitation graphique, hein, qui est de plus en plus en vogue. Et d'ailleurs, si vous avez des équipes agiles ou avec un mindset agile, je vous recommande d'envoyer vos gens, si possible, dans des formations de facilitation graphique, parce qu'on verra que pour faire de l'impact mapping, on va commencer un petit peu à dessiner. Ensuite, l'idée, c'est de créer une vision stratégique avec un alignement des parties prenantes autour d'une construction itérative d'un produit. Donc ça permet de mettre en œuvre aussi des techniques telles que le design thinking qui vont venir étayer un petit peu l'approche pour les ateliers mis en place avec le client. Donc finalement, l'impact mapping, ça va permettre de fluidifier en fait ce qu'on pourrait appeler le milestone. Donc là, vous êtes en train d'essayer d'implémenter une vision qu'on pourrait appeler un business goal, et on va avoir des releases. Donc des releases vont être différentes étapes que l'on va mettre en œuvre pour atteindre l'objectif. Et au final, on va avoir le petit rouage qui va travailler au niveau du sprint, par exemple, pour produire l'objet tangible. Et donc, l'impact map va venir quelque part un petit peu mettre de l'huile dans ce système pour que ça se passe mieux. Alors, un exemple d'impact mapping. Donc, Goshko, lui, il est parti d'un exemple qui permet de bien comprendre l'impact mapping. Ici, on comprend tout de suite que pourquoi est-ce qu'on fait ce projet-là? Ben, c'est pour gagner des compétitions, de voitures en l'occurrence. Donc, ça veut dire on veut être champion du monde dans 3 ans sur tel type de compétition. Donc, le why va se trouver tout en haut de la marche du podium, c'est gagner des compétitions. La première chose que l'on va faire en impact mapping, je le répéterai encore un petit peu plus tard, c'est identifier les acteurs. En impact mapping, on a 3 types d'acteurs. On a les acteurs primaires, qui sont les personnes qui vont bénéficier directement du service qu'on développe. Ici, pour gagner des courses, l'acteur primaire, c'est le pilote de la voiture. Donc, on va identifier un ou plusieurs acteurs primaires qui vont bénéficier des services que l'on va développer si jamais on parle de solutions logicielles.
Ensuite, on a les acteurs secondaires. Donc les acteurs secondaires sont des personnes qui vont travailler pour apporter des services aux acteurs primaires. Si on est dans un système bancaire ou un système de trading, ça peut être l'équipe des fraudes. Donc ces gens-là auront aussi des fonctions logicielles pour travailler sur ce principe-là. Ici, pour un pilote, ça va être des mécaniciens, un ou plusieurs mécaniciens. Le troisième type d'acteurs en impact mapping, c'est ce qu'on appelle les off-stage actors, donc les personnes qui ne sont pas sur la scène. Ça va être, par exemple, dans une course automobile, le public. Donc le public, il est off-stage, mais lui aussi aura intérêt à voir des voitures gagner les courses. Alors ensuite, on va commencer à s'intéresser à l'impact. Qu'est-ce qui va permettre à un pilote automobile de gagner une course en termes d'impact? Comment est-ce qu'on peut impacter au niveau son comportement? Vous allez voir aussi que l'impact mapping a cette caractéristique intéressante de vous empêcher de rentrer dans les détails trop tôt. Donc ici, l'impact, c'est quoi? C'est lui fournir une voiture performante, la plus performante possible. Vous voyez qu'on est très très haut dans la définition. Parce qu'une voiture, ça va être des pneus, c'est Michelin. Ça va être un moteur, ça peut être Renault, ça peut être un carrossier en fibre carbone, du titane, etc. Donc après, on va rentrer dans le détail, mais beaucoup plus tard. Donc l'impact, c'est déjà créer le véhicule qui va bien. Ensuite, pour le mécanicien, c'est d'avoir un outillage qui lui permet de travailler vite au stand pour changer les pneus et aussi monitorer ce qui se passe dans la voiture, voire monitorer dynamiquement en temps réel tout ce qui se passe dans la voiture. Donc le listing des impacts, vous allez évidemment voir dans quelques instants qu'on peut avoir énormément d'impacts, donc puisqu'on va faire un mode de pensée divergent, d'abord un command design thinking, divergent, ensuite convergent. On peut avoir énormément de solutions qu'on peut mettre en place pour impacter le résultat attendu et atteindre le why. Et enfin, on va commencer à travailler sur le what. Donc typiquement, on pourrait avoir des pneus, on pourrait avoir, comme ici on a un moteur, et également des outils et un système de monitoring pour les mécaniciens. Alors à quoi ça ressemble une impact map? C'est tout simple. Comme je vous disais au début, c'est du mind mapping. Donc on va voir typiquement, on va partir d'un why. Je vais vous montrer un exemple que j'ai fait la semaine dernière dans quelques instants réels. Vous partez du why, vous identifiez les différents acteurs. Donc là c'est vraiment, c'est le mode de préparation. On identifie le why et le who. Ensuite, on va partir sur les différents how et ensuite les what. Donc, vous allez voir qu'il y a une chose très intéressante qu'on appelle en langue anglo-saxonne le creative thinking, donc la pensée créative, c'est qu'on va essayer de trouver beaucoup d'options. On ne va pas dire c'est comme ça. On va partir d'une idée, je vous dis n'importe quoi, on part d'un point A à un point B, prenons un avion. Et dans la suite de la réflexion, on va dire, on va voir avec une montgolfière, avec un vélo, avec une moto, avec d'autres moyens de transport, est-ce qu'on n'a pas d'autres meilleures options pour le faire? Donc on va essayer de tout envisager. Et ensuite, en fin de session, on travaillera plus sur les what. Donc, comme je vous le disais, l'impact mapping ici est vraiment du mind mapping, qui est un principe de représentation visuelle qui est extrêmement efficace, puisque ça se construit rapidement, et il y a une sorte de miroir avec votre système neuronal qui permet déjà de bien retenir et surtout de bien représenter de manière spatiale et structurée l'information. Donc là, on est vraiment dans un mode rapide, visuel et collaboratif, puisque tout le monde peut venir contribuer sur la map. Alors maintenant, je vais vous montrer un cas concret. Imaginons que l'on veuille créer une plateforme de jeu. Donc là, vous voyez, le why, il est super, c'est on veut atteindre 1 million de joueurs en ligne. Donc là, ça pose vraiment... Alors évidemment, on verra qu'après, on met des métriques dans combien de temps on veut être à 1 million et ainsi de suite. Pour ce faire, on va déjà se baser sur les joueurs en ligne. Les joueurs en ligne, on va vouloir impacter leur comportement. Quel type de comportement on va pouvoir faire? Par exemple, leur donner une capacité à créer des invitations semi-automatiques à d'autres amis pour faire croître. Après, on se dit, mais tiens, pour faire croître la plateforme de jeu, peut-être qu'on peut utiliser les fameux publicitaires, advertisers, et puis on va faire de la publication d'asset marketing, où on va faire du bulk invitations. Donc là, on va commencer à construire en fait les différents scénarios par impact, par rôle, et également ensuite voir dans le détail comment on va pouvoir faire. Donc voilà une map réelle que j'ai réalisée récemment. Donc ça a été fait en 2 fois 2 heures avec un groupe de 20 personnes. Donc ce qui est important aussi, c'est d'avoir des petits groupes
Donc sur 20 personnes, je divise par 3 et les gens font du brainstorming individuel et vont poster au mur au fur et à mesure. Et puis après, on fait de la rationalisation. Donc la première session, elle a permis de faire quoi? Le post-it, la fiche blanche qui est au milieu, qui est la formulation de la vision. Ça a pris quasiment 1 heure. Et vous vous rendez compte que c'est extrêmement difficile de faire formuler à un client une vision claire et motivante. À partir de là, on a commencé à regarder les acteurs. Donc vous allez avoir en jaune les acteurs qui sont primaires et en orange les acteurs qui sont secondaires. Et point très très important, vous voyez en dessous de la vision, on a un tableau. Et ça, c'est toutes les métriques que l'on va mettre en place pour prouver que ce que l'on fait fonctionne. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans le langage chez Scrum.org, de l'evidence-based management, c'est-à-dire que l'on va venir au travers de métriques prouver que l'on va atteindre, ici c'est un projet à 6 mois, ces métriques. Si jamais on n'atteint pas ces métriques, ça veut dire que les solutions que l'on met en place ne sont pas bonnes, il va falloir en trouver d'autres et donc il va falloir pivoter. Alors, regardons dans le détail les différentes étapes. Le premier, c'est le why. Donc, le premier atelier que vous ferez, c'est demander au client pourquoi est-ce que l'on fait ce projet, sachant que normalement c'est pour développer un produit. Autour de cela vont s'articuler un certain nombre de techniques. Les 5 whys. Donc souvent, les premières formulations de vision, personne n'est vraiment confortable avec. Donc, le fait de demander des pourquoi récursifs vont permettre au client ou à l'équipe qui va travailler sur l'impact mapping de raffiner la vision. Ensuite, il y aura le côté SMART. Donc tout le monde, ici, je suis sûr, connaît SMART, mais c'est extrêmement important dans la vision d'être SMART et donc de l'assortir de métriques. Et surtout, ce qu'on appelle OMTM, qui est encore un terme anglo-saxon, qui veut dire « the one metric that matters », la métrique qui compte. Donc il va vraiment falloir identifier qu'est-ce que l'on va mesurer pour s'assurer. Donc dans le cadre d'une plateforme de jeu, 1 million de joueurs, c'est facile à mesurer, on l'aura directement. Mais sur certains projets, ce n'est pas si simple de savoir pourquoi on lance, par exemple, le développement d'un nouveau produit pour servir des agences d'un grand compte. Qu'est-ce que ça va apporter réellement et comment est-ce qu'on va mesurer le gain en termes de valeur? C'est quoi finalement la valeur du produit? Donc pour cela, on va travailler sur des métriques. Donc on va vraiment être dans un mindset evidence-based management. Et ensuite, on va travailler sur une partie objectif, c'est-à-dire un objectif motivant qui est relevant. Donc là, on est dans le SMART parce que relevant, c'est extrêmement important d'avoir des équipes motivées. Récemment, je travaillais sur un projet de transformation agile. Eh bien, il y a une des métriques qui est arrivée, c'est que quand vous avez un environnement de travail qui n'est pas super motivant, qu'est-ce qui se passe? Les gens partent, donc ça s'appelle de l'attrition. Et donc, on a mis une métrique en place qui s'appelle le pourcentage d'attrition par trimestre. Et donc, vous le mesurez au début, vous faites votre benchmark. Ensuite, vous mettez le seuil minimal acceptable pour considérer que vous êtes sur le bon chemin. Et ensuite, vous allez mettre la cible, donc le pourcentage que l'on voudrait atteindre, bien évidemment, qui doit être bien inférieur au pourcentage courant. Alors pour sortir un peu du monde du développement logiciel, je vous mets un tout petit exemple, mais juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire en termes d'objectifs, même si je reconnais qu'il n'est pas complet, mais ça permet de planter le décor. Je veux recruter des gens. Aujourd'hui, Lean nous dit « Develop people first, then develop product ». Ça veut dire qu'avant de développer un produit, il faut développer les gens. Aujourd'hui, il est bien connu qu'il ne faut pas faire grandir une compagnie, il faut faire grandir les gens. Il ne faut pas démarrer une compagnie, il faut démarrer des gens, et ainsi de suite. Donc tout est basé sur les gens. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du recrutement. Donc là, on va dire par exemple l'objectif, c'est de recruter 50% de personnes en plus dans les 6 prochains mois. Donc là, ça donne vraiment la cadence. C'est comme si on dit, je veux faire du trading dans 3 ans au Brésil. Budget maximum de 10 000 €. Là, il manque une chose. D'accord? Une chose, c'est vraiment la conséquence. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus si jamais on recrute 50%? Donc c'est la seule chose qui manque ici. Et ensuite, on va poser un tableau qui est exactement comme ça, c'est juste pour l'exemple. Donc vous allez avoir une échelle, donc ici l'échelle que l'on va mesurer, c'est le nombre de recrutements qu'on va réaliser. Vous allez avoir une métrique, c'est un système de recrutement. Mais par exemple, vous pouvez avoir une métrique qui est la satisfaction de vos employés ou la satisfaction de vos équipes. Donc la métrique, ça sera a survey, une enquête de satisfaction.
Donc on va faire des enquêtes de satisfaction qui vont ramener des points et pareil, on va les rejouer à intervalles réguliers pour s'assurer que les gens sont de plus en plus satisfaits. Ensuite, on va faire le benchmark, c'est-à-dire qu'on va calculer notre valeur actuelle. Ensuite, comme je disais, le minimum que l'on se donne et ensuite une cible vers quoi on est engagé en termes d'achèvement. Ensuite, on va parler du who. Donc on l'a déjà vu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le who, vous avez des gens qui sont à gauche supportifs, donc des gens qui sont vraiment avec vous et qui vont pousser le projet, et vous allez avoir les gens qui vont être détracteurs, donc on dit obstruct, donc les gens qui vont vous empêcher d'arriver. Donc il faut aussi prendre en compte ces acteurs, puisqu'on sait très bien que sur notre vieux continent, il y a beaucoup de résistance au changement. Les acteurs qui sont détracteurs vont aussi jouer un rôle qui n'est pas celui attendu. Donc je vous rappelle qu'on va devoir instancier des personas, donc identifier les gens que l'on sert, qu'ils soient primaires ou secondaires. Donc on a également le rôle primaire et secondaire et d'acteur. D'ailleurs, on verra que c'est vraiment, quand on utilise le pattern de user story d'écriture, on retrouve de facto les principes de l'impact mapping. Ensuite, on a le how. Donc le how, la première chose que l'on regarde, c'est qu'on a une vision que l'on veut atteindre, et c'est là que ça commence à se compliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour impacter et apporter des services aux acteurs de manière à ce que l'on puisse réifier l'objectif que l'on veut atteindre. Alors pour ça, on va devoir prendre plein d'alternatives. Donc c'est ce qu'on appelle du brainstorming de base, c'est-à-dire qu'on va diverger en termes de pensée pour multiplier les options. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi souvent sous projet, vous démarrez, quelqu'un dit il faut faire comme ça, on va juste parler techniquement, il faut utiliser tel système, telle méthode. Et en fait, les gens ne veulent pas chercher d'autres options. Et ils disent, bon, on sera en prod dans 1 an et demi. Et là, si vous êtes agiliste, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas possible, parce que le time to market aujourd'hui, on ne peut pas attendre 1 an et demi avant d'être live sur un produit. Donc, essayons de trouver des options pour atteindre plus rapidement la cible. Et c'est là où, en fait, le brainstorming, quelle que soit la technique qu'on va utiliser derrière, est extrêmement important. Et une fois qu'on a plein d'alternatives, faut faire des choix. Et pour faire les choix, c'est extrêmement simple. Vous allez voir en mind mapping, on fait ce qu'on appelle du dot voting, c'est que les gens vont aller voter sur les impacts qui leur semblent les plus pertinents à accomplir. Et ensuite, on va mettre ça en musique, parce que je vous rappelle qu'on a le droit de se tromper en agile, et en Scrum plus spécifiquement, le fail fast, c'est quelque chose de bien connu. On a le droit à l'échec, parce que l'échec est la meilleure opportunité d'apprentissage que l'on ait, extrêmement important. Donc si on échoue, échouons vite et pivotons derrière, comme le préconise Eric Ries. Ensuite, on va analyser les changements de comportement tout en restant focalisé sur des activités métiers. Donc là, on a très très haut niveau. Hein. Le problème, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des facilitateurs qui l'ont déjà fait, les gens ont tendance des fois à mélanger le what et le how. Il faut rester vraiment à très très haut niveau métier dans le how. Et enfin, le what. Le what va consister à commencer à implémenter ou créer le backlog. Donc, ça va être développé. Alors, pas que. Ça peut être aussi faire de l'acquisition. On peut très bien trouver sur le marché des composants ou des frameworks qui nous permettent de faire des choses, des frameworks organisationnels, j'entends. On va pouvoir aussi externaliser. Ça peut être des fonctions logicielles ou tout autre livrable. Et ensuite, on va les raffiner. Et c'est là où, petit à petit, on va commencer à passer dans ce qu'on appelait tout à l'heure le user story mapping, qui est fortement conseillé, mais qui n'est pas obligatoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de l'impact map aussi? C'est bien pour savoir quels sont les pièges courants dans lesquels on tombe dans les modes projet. Donc, la première chose, c'est le scope creep, donc le fait de rendre, ou ce qu'on appelle aussi le story hell, c'est-à-dire que dès le début d'un projet, on se retrouve avec 400, 500, peut-être 1000 user stories, et on se retrouve avec une grosse pile à gérer. Les Américains appellent ça le stories hell, c'est qu'on ne s'en sort pas. Donc, et le scope creep aussi, c'est une croissance inattendue et hasardeuse en fait, du périmètre qui est due à plein de facteurs. Donc ça va nous permettre d'éviter ça et de commencer à se concentrer sur vraiment des choses très très précises et itérer rapidement et apprendre rapidement. Ensuite, on va avoir les mauvaises solutions. Donc là, ici, on a quelqu'un qui essaie de vendre un appareil à glace à un esquimau. Effectivement, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pourrait le croire dans nos sociétés, à développer des solutions qui ne comme on dit, fit pas for purpose, donc ne correspondent pas aux attentes des clients.
Ensuite, on va voir les mauvaises hypothèses. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que parfois, les organisations ne consultent pas assez les utilisateurs finaux et essayent de prendre des hypothèses qui sont fausses sur ce qui est attendu par le client, l'utilisateur final ou les résultats attendus. Et donc le fait de prendre des mauvaises hypothèses est une erreur assez courante. On verra que dans le User Story Mapping, on crée des hypothèses testables et ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, du coup, il y a également ce qu'on appelle une mauvaise priorisation. Eh bien, souvent, on peut se rendre compte, si on a un peu d'expertise, que quand on regarde des product backlogs, ils sont mal priorisés. Et en fait, ça, c'est une erreur commune. Alors que si votre priorisation vient d'une activité d'impact mapping, vous aurez une bien meilleure priorisation, plus relevante, d'un point de vue métier. Alors, sur le mode opératoire, comme je le disais, le principe de construction de l'impact map est de commencer par une phase divergente. Donc, en gros, vous avez deux phases. La première phase, c'est faire les premiers workshops pour définir la vision assortie des métriques que l'on veut atteindre, plus les acteurs. Et ensuite, la deuxième étape sera le dessin de la map directement avec la bonne équipe. Et donc, on a bien le mode divergent qu'on retrouve également dans les activités design thinking, et ensuite convergent, c'est-à-dire que voilà, on a mis plein d'impacts en place, les fameux how. Maintenant, il va falloir décider par priorité sur lesquels on va commencer à travailler, en priorité. Alors, la première option va consister à dessiner ce fameux squelette. Donc, vous avez un petit peu vu comment ça se passe. Donc là, je vais vous mettre en regard le premier dessin. Ici, on commence avec 1 million de joueurs et on se dit, tiens, les joueurs sont l'acteur primaire clé. Et la première impact, c'est leur donner l'opportunité d'inviter des amis. Alors, ce qu'il faut voir derrière, c'est que le what, il est en 4e position. Mais sur une impact map, vous pouvez 4e, 5e, 6 niveaux de profondeur, si vous le souhaitez, détailler de plus en plus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et là, on a commencé avec ça, et c'est là qu'on va commencer à faire du mode de pensée divergent, qui va se produire comme ça. Donc là, on va rajouter une branche ici, avec potentiellement intégrer un acteur interne de la compagnie de développement de jeux, et également aussi des publicitaires. Et on voit ici qu'on a le mode divergent qui s'est mis en place. On a beaucoup plus d'options à notre disposition pour prendre des décisions. Et puis peut-être, parfois, pour tous ceux qui sont dans le développement logiciel, vous savez qu'on a toujours le choix difficile de dire est-ce qu'on fait custom, on développe tout from scratch, ou est-ce qu'on prend un éditeur? C'est souvent une grande question. Souvent, il y a aussi de la politique là-dedans, mais des fois, il vaut mieux acheter une solution out of the box et la personnaliser que de tout développer, et parfois l'inverse. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir analysé ces options et essayer d'imaginer en termes d'impact ce que ça peut donner. Alors, ensuite, il va y avoir la priorisation de l'impact map. Donc, on a vu le divergent, là, on est au top du divergent, et là, on va commencer à prioriser. Donc, on fait du dot voting. Voilà, petit à petit, pardon. Donc, le dot voting va nous permettre de voir quels sont les items les plus prioritaires sur lesquels on va travailler, tout simplement. Donc, ça, c'est les gens qui font partie du workshop qui vont venir faire les votes sur les impact maps. Et là, vous allez voir, on nous dit toujours, écrire des PBI, c'est bien de l'écrire sous forme de user story. Quand vous faites de l'impact mapping, ça devient une évidence. Parce qu'une user story, c'est quoi? As a player, who? Persona. I want, what, donc telle fonctionnalité, so that I can invite friends, ça c'est l'impact. Et tout ça pour atteindre le 1 million de players. Et donc, l'écriture sous forme du pattern user story ferait vraiment sens du point de vue de l'impact mapping. Alors, qu'est-ce qui fait une user story? Donc, ce n'est pas d'écrire les besoins utilisateurs ou fonctionnels ou des unités de planning ou de priorisation. Ça aide à résoudre les vrais problèmes et adresser la bonne opportunité. Ça, c'est extrêmement important. Donc, vraiment s'engager sur ce qui fait du sens. Donc, on va avoir, comme on a vu, la divergence avec les options de solution, les mécanismes pour déférer les détails. Quand les gens rentrent trop tôt dans les détails, c'est absolument inefficace. Il faut rester toujours très, très haut niveau au départ. Ensuite, on va avoir un support de conversation. Tout le monde sait ici que la plupart des techniques agiles, elles fonctionnent quand les gens commencent à se parler.
Et vous allez voir que si vous faites un atelier d'impact mapping, quand les gens commencent à parler, vous avez des sortes de ruches d'abeilles dans la salle, c'est que ça fonctionne bien. Et en plus, on tire les bénéfices de l'intelligence collective, ou ce qu'on appelle aussi la bottom-up intelligence. Et ensuite, l'évolution dans le temps avec le résultat attendu. Les hypothèses, donc vous prenez des hypothèses sur le who et le how et des hypothèses sur comment réaliser l'impact, donc très très important, et ces hypothèses, elles doivent être testables. Donc nous pensons que faire cela, le quoi, pour ces acteurs, le who, réalisera cet impact ou détail how, nous saurons que c'est vrai quand nous verrons ce feedback du marché, le how, avec les métriques assorties. Extrêmement important. Donc là, on vient tester notre hypothèse. Si le test est positif, on continue, on persévère. S'il est négatif, on pivote, si on est un peu dans le mindset Lean Startup. Et donc, le pivot et persévère est vraiment une technique très intéressante pour se dire arrêtons d'aller dans cette voie-là, ça ne marche pas, on n'a pas l'effet escompté, changeons et pivotons. Juste un petit point rapide sur les erreurs courantes, c'est de mettre trop de personnes dans les groupes, aussi pas les bonnes personnes. Alors ça, c'est souvent les gens qui s'invitent comme ça dans les workshops. Il faut vraiment être très attentif à qui vient participer. Et ensuite, ça m'est arrivé récemment, la configuration de la salle. Vous faites votre première session d'impact mapping. Bon, c'est un peu exagéré là, mais quand vous rentrez dans une salle, vous avez 20 personnes qui vous attendent assis avec leur laptop ouvert, vous dites « Waouh, ça va être dur ». Voilà. Donc, tout de suite, commencez à demander des salles qui sont agiles et collaboratives, typiquement pas comme ici, où on est un peu en mode... Voilà. Donc, les configurations sont extrêmement importantes. Au niveau des outils, bien évidemment, du papier, des post-it, des magic boards qui ont la capacité à être des tableaux effaçables, parce qu'on se trompe tout le temps, donc comme ça on efface et on refait, c'est mieux que sur du papier, ou des grands panneaux en verre. Et ensuite, les feutres de votre marque préférée pour être capable d'illustrer ces mind maps. Vous pouvez après reporter, moi ce que je fais, les impact maps, je les reporte dans des outils électroniques. Moi j'utilise iMindMap de Tony Buzan, qui est le créateur de l'impact mapping. Comme ça, vous pouvez faire un suivi électronique et après bien diffuser vos maps. Parce qu'après, sur ces ateliers-là, ce qui est important, c'est de communiquer largement. Alors on va suivre les principes de John Kotter sur le changement. Donc communiquer pour que les gens soient avec nous dans la création de cette vision. Alors, quelques petits points clés si vous voulez démarrer votre première map. Donc, démarrer avec des personnes techniques et métiers et un coach expérimenté. Voilà, donc avoir un mix de toutes les compétences nécessaires. Utiliser des hypothèses pour différencier les what des how. Mesurer les résultats pour valider, prouver les hypothèses. Toujours poser la question, comment le mesure-t-on? Sans cesse. Alors ça, c'est le métier du coach ou du facilitateur. Comment le mesure-t-on? Associer les hypothèses métiers avec les livrables. Ce qui est important, c'est de mettre les livrables dans la perspective de l'impact que l'on veut effectuer. Et ensuite, éviter les erreurs courantes prélistées. Thank you.